Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Sébastien Roignan, photographe multicarte. Je me suis toujours dit que le jour où je recevrais Sébastien Roignan, ça serait face à face. J'aurais pu lui rendre hommage en lui faisant une introduction à la Augustin Trapenard pour lui souhaiter la bienvenue, décrire la façon dont il s'est mis sur son 31 pour cet enregistrement et tout. Mais le coronavirus en a décidé autrement. Chacun est confiné chez lui et nous enregistrons cet épisode à distance. Je ne peux donc que l'imaginer confortablement installé dans son bureau, dans son pyjama préféré, mal rasé, les cheveux en pétard, les lunettes de travers et un café à la main, alors qu'il se remet tout juste d'un bon déjeuner et qu'il me consacre gentiment l'heure et demie qu'il devait probablement passer à faire la sieste. Dans cet épisode, nous allons parler de sa casquette professionnelle préférée, de comment perdre son temps et ne pas progresser en photo, de la meilleure manière de développer son instinct, de déstresser les mariés, de podcasts, de YouTube et des awards, de résilience et du mauvais choix que j'ai fait dans mes jeunes années de photographe, dont il est directement responsable, mais pas coupable. Bienvenue dans l'œil de Sébastien Roignan. Bonjour Sébastien. Est-ce que j'ai fait un bon Augustin Trapenard ou pas ? Je pense que c'est pas mal. Il faut que j'entende avec la vraie qualité, parce que comme ça passe par les tuyaux, il n'y a pas la qualité audio qu'il y aura au final. Et je me mettrai le casque dans les oreilles, comme ça, sur les oreilles, et je ferai « Ok, Je pense que j'aurais pas sa voix, mais j'ai essayé. Je voulais te rendre ce petit hommage parce que, évidemment, j'écoute ce que tu fais. On écoute toujours les choses intéressantes. Et merci d'être là. Merci de participer à mon podcast. Merci à toi. D'ouvrir ton œil pour tous les gens qui nous écoutent. On va commencer. Est-ce que je peux commencer juste par une Vas-y, chose ? dis-moi. Je ne bois pas de café. Je suis D'accord. désolé, tu peux pas m'imaginer avec le café, avec un thé si tu veux, mais pas de café. Je vais changer. Je mettrai un verre de whisky peut-être, non ? Non, Ça se un discute, verre de vin. non, même. Dans ce Un verre cas-là. de vin. Ok, très bien. Ouais. Vous noterez, je changerai l'introduction pour ça. On va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as un elevator pitch ? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es assez rapidement ? Waouh. Ah oui, tu commences direct par le truc difficile, toi. C'est censé être facile, mais je te laisse te Alors, présenter. bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avant tout photographe avec 3 casquettes, photographe auteur, photographe de mariage et formateur en photographie. Voilà, en gros, si vraiment c'est un mini genre un étage, tu vois? C'est un étage, Un tout petit étage. d'ascenseur, ça va juste être ça. T'as résumé. Et mon idée, c'est d'apporter, de me faire plaisir et en formation, d'aider les gens à vivre du métier de photographe de mariage, de s'élever dans la photographie et en photo de mariage, c'est de m'éclater et avant tout de bosser pour moi, mais on y reviendra. Et dans la photo auteur, sortir des choses de mon crâne pour qu'il y ait un peu moins de trucs dans cette tête ultra remplie. C'est quoi ta formation ? Alors, j'ai une formation en infographie 3D. J'ai fait une école de cinéma qui est l'ESRA à Rennes parce que je voulais faire des effets spéciaux, je voulais aller travailler sur les gros films et tout ça et puis au final, ça s'est pas fait parce que c'était un monde qui m'intéressait pas plus que ça. Enfin, l'infographie m'intéressait, mais pas le monde des effets spéciaux et je suis arrivé, à faire de l'infographie et c'est là que j'ai eu un appareil photo et que je me suis mis à la photo. Donc je n'ai aucune formation en photo, j'ai de la formation en image, on va dire, mais pas en photo. D'accord. T'avais travaillé, t'avais fait un autre métier avant ou t'as commencé directement en tant que photographe, ta vie professionnelle du coup ? En tant qu'infographiste 3D. Tu sais que ça te plaît pas parce que tu l'as fait ? Alors non, je j'ai jamais travaillé dans les effets spéciaux pour le cinéma, mais en sortant de l'école, j'ai travaillé 1 an chez un architecte pour faire, tu sais, les perspectives, immobilières qu'on peut voir et après je me suis mis à mon compte en infographie 3D pendant, pas mal d'années, enfin pendant quelques années, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu un appareil photo et entre 2006 et 2010, entre 2006 et 2012, en fait, ça a lentement évolué et entre 2009 et 2012, je suis passé photographe, professionnel et j'ai laissé de côté toute mon activité de 3D. C'est quoi alors qui t'a amené à la photo ? Je te dis juste, j'ai acheté un appareil photo quand je me suis mis à mon compte. Juste le fait de l'acheter ? Ouais, parce qu'en fait, je devais en avoir un je pensais devoir en avoir un pour, prendre des photos pour les architectes et intégrer les bâtiments dans les photos. Donc faire de la 3D, après faire du Photoshop
Et au final, l'appareil photo m'a beaucoup plus servi à sortir des choses de mon crâne, à trouver un moyen d'expression et je suis quelqu'un qui a du mal à se passionner, enfin qui a eu beaucoup de mal à se passionner pour des choses et c'est la seule activité, pardon, qui, qui me tient maintenant depuis 2006, tu vois? Donc ça fait Ça fait 14 14 ans ans, ouais. et c'est de plus en plus donc j'ai trouvé ma voie. T'as, j'imagine, pas commencé par la photo de mariage. C'était quoi tes premières amours dans ce domaine? La photo de mariage, on y reviendra, mais c'est très drôle, enfin les débuts en photo de mariage sont très drôles. J'ai commencé comme tout bon photographe, débutant en fait, hein, à faire des photos, alors comme j'étais ultra timide, forcément des photos plus de paysages ou des photos de trucs sans personne, puis je me suis mis au portrait, il y a eu le mariage qui est arrivé assez tôt pour un mariage d'amis et je lui avais dit enfin lui il m'avait dit à l'époque: «Mais vas-y lance-toi dans le mariage, il y a de quoi faire, il y a du boulot et tout ça», il avait un esprit très entrepreneur, enfin c'était pas un entrepreneur, mais il avait un esprit très société et je lui ai dit: «Non mais jamais le mariage c'est pas pour moi, je déteste ça et jamais de la vie». Voilà, les résultats maintenant, je suis non, Tu fais du mariage, c'est ta vie, justement. c'est une partie de ma vie. D'accord. Donc c'est ce qui t'a amené à la photo de mariage finalement, c'est le hasard? Non, c'est le besoin d'argent. J'aime bien dire ça comme ça, c'est le fait que j'avais plus de pognon et qu'il fallait absolument que je gagne du pognon et donc je suis arrivé dans le mariage pour le pognon. T'as commencé, alors c'était pas de la passion du tout, c'était vraiment le job qui payait, quoi. En fait, c'était, en 2008, il y a eu la crise et j'ai en 3D, en fait, tout ce qui est promoteur et tout, donc ce qui était mes clients ont périclité, enfin, pendant 2, 3, 4 ans. Ce qui fait qu'en 2009, j'avais quasi pas de boulot et et j'ai dû trouver d'autres sources financières et c'est là où je me suis mis dans la photo professionnelle avec plus un peu de corporate, au début, où j'avais des entrées dans les agences de com et tout, via des amis, via de la 3D, via tout ça. Et je me suis dit: «Il y a peut-être moyen de se faire un peu d'argent avec le mariage», sauf que c'est arrivé qu'en 2010. J'ai pas trouvé pour le 2009 et donc à partir de 2010, je me suis mis dedans et ma Ça foi, a pris. ça faisait une partie de mon chiffre d'affaires, quoi, donc puis j'ai commencé à aimer ça. C'est surtout que j'ai commencé à aimer ça. Si j'avais pas aimé ça, je serais pas là, à faire du mariage maintenant. Tu fais encore du corporate aujourd'hui ou pas du tout? J'aimerais bien, mais je sais que toi, enfin, j'ai compris que tu en faisais Moi, aussi, j'en fais beaucoup. Bon, en c'est ce ça? moment, Enfin, que c'est tu un en peu fais plus beaucoup, voilà, c'est compliqué ça. avec le coronavirus. C'est ça. Heu j'ai beaucoup aimé en faire, parce que tu vois plein de choses différentes. Tu es amené dans des endroits où tu as pas le droit d'aller, à c'est ce que j'aime aussi dans le mariage, être avec des gens où j'aurais pas le droit, en fait, techniquement, d'être, dans la chambre de la mariée quand elle s'habille ou du marié, enfin tout ça, j'aurais pas le droit. Mais, en corporate, c'est pareil, sauf que tu te retrouves dans des énormes usines, dans des réunions, secrètes, dans des trucs comme ça et je trouve ça, c'est ultra, ultra kiffant. Mais malheureusement, comme tu l'as dit dans le podcast avec Ronan, on peut pas tout faire et j'ai dû abandonner cette partie du métier, mais qui m'intéressait énormément. Je crois que c'est un problème de communication, en fait, de devoir choisir entre le mariage et le corporate. C'est que soit, en fait, De communication. ouais, je crois que soit tu peux communiquer beaucoup sur le mariage, ça Ah prend un oui. temps fou. Soit tu peux communiquer beaucoup sur le corporate, c'est pas la même communication parce que c'est beaucoup moins en ligne, c'est du relationnel, c'est du contact humain et le contact humain prend un temps fou aussi. Et à un moment, en fait, il faut faire un choix. Je pense que c'est ça. Toi, ce choix a peut-être été fait de ce que tu me dis malgré toi, dans le sens où à un moment, il y a une crise et il y a des problèmes avec tes clients et du coup, tu es obligé de passer à autre chose. Moi, c'est une situation que je vois un petit peu en ce moment où j'ai l'impression justement que ça va un petit peu moins bien au niveau des agences Mmh. événementielles, au niveau des clients. Et la question se pose en fait. Pour moi, je dirais pas que ça a été un choix à cause d'une crise ou autre. Il y a eu la formation qui est rentrée dans l'histoire, dans mon histoire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est 2 mondes tellement séparés, tellement différents que tu peux pas communiquer, même si tu peux trouver des gens qui se marient dans le corporate et via le mariage, ramener sur du corporate. J'ai eu par exemple à l'époque quand je faisais encore de la 3D, donc entre 2010 et 2012, où il y a eu ce mixte, entre les 2. J'ai quand même trouvé mon plus gros un de mes plus gros clients en 3D, je travaillais pour Bouygues à l'époque en 3D, je faisais leur perspective immobilière sur Rennes
et je l'ai quand même trouvé via une des nanas qui était sur un EVJF que j'ai fait pour une mariée. Donc, Ouais, tu vois, finalement, c'est... ça existe. J'ai eu ce cas-là aussi sur un mariage où les mariés m'ont, un ami du marié m'a appelé pour un job derrière sur une énorme boîte. Donc finalement, ça retombait pareil en événementiel. Ça m'est arrivé de trouver l'inverse, mais je pense que ça communique peu. Ça se ressemble, c'est très proche et c'est très loin en même temps. C'est assez étrange. Puis il y a encore ce truc un peu du photographe de mariage qui est bon, qui fait du mariage, donc c'est pas non plus, tu vois, le truc le plus, même si ça change, hein, c'est pas le truc le plus classe du monde. Pour Et le l'entreprise. corporate qui est quand même Ça dépend de quel côté tu la... parles. Si tu parles côté entreprise, le mariage, ils veulent pas en entendre parler parce que tu es un artiste à la con. Et si tu es côté marié, les mariés veulent pas entendre parler du côté entreprise parce que c'est trop guindé, c'est pas créatif du tout. Alors oui, pour le côté, ce que vont penser l'entreprise. Côté marié, je suis pas tout à fait d'accord. Ce soit que mon premier mariage, je l'ai chopé parce que j'avais des photos corpo et pas de photos de mariage. Et j'ai beaucoup insisté au début sur les photos corpo parce qu'au final, quand tu fais de l'événementiel en corpo, c'est du cocktail en fait, tout simplement. Donc, Et de la danse. ça se ressemble beaucoup. Oui, il y a des liens de toute façon. Je me rappelle aussi, je crois que j'avais vendu mon premier mariage comme ça en disant, vous savez, de toute façon, la partie danse, c'est ce que je fais tout le temps en corporate, dans les cocktails, dans les parties danse. Les gens qui dansent, c'est toujours la même chose. Je suis moins d'accord aujourd'hui. Les gens qui s'empiffrent au cocktail, c'est la même chose. Ça, c'est les mêmes, quel que soit l'événement, ça, c'est sûr. On a abordé rapidement le sujet, mais est-ce que tu fais un autre type de photo? Tu m'as dit que tu étais auteur. Qu'est-ce que ça implique, ce type de photo pour toi? Alors, si j'avais juste à me qualifier, c'est marrant parce que tu as dit dans l'intro que tu as été étonné de découvrir un côté auteur chez moi. En fait, si je devais me définir entre, tu vois, photographe de mariage, formateur et auteur, je suis avant tout photographe-auteur. D'accord. Si j'avais qu'une seule chose à garder, sachant que je n'aimerais pas garder qu'une seule chose, mais si j'avais qu'une seule chose à garder, ce serait ce côté-là. C'est ce qui m'intéresse le plus, ce que je fais malheureusement le moins en ce moment, mais le fait d'exprimer quelque chose, je te disais, j'ai trouvé ma voix, mais quand je te dis j'ai trouvé ma voix, c'est autant IE que IX. C'est une voix, un chemin et une voix, mon expression en fait. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de dessiner, j'ai essayé de faire de la musique, tout ça, et jamais j'ai réussi à sortir des choses de moi et à m'exprimer de cette façon-là. Oui, donc du coup, si tu te décris, donc si je dois te présenter, moi j'ai dit photographe multicarte parce qu'effectivement, je trouve que tu fais beaucoup, beaucoup de choses, mais si tu te présentais rapidement, finalement, tu garderais le côté auteur? Si j'avais qu'un seul choix, oui, ce serait auteur. D'accord. Et c'est ce que tu sûrement ferais ce pourquoi on me connaît le moins. s'il n'y avait pas de Oui, question tout à d'argent? fait. Ouais, tout à fait. Et je suis en train de travailler pour que ça soit le cas. Alors quand je disais que j'étais surpris, en fait, c'est pas dans le sens des photos en elles-mêmes, c'est juste que c'est effectivement un côté que j'avais pas forcément repéré de toi au gré. Pourtant, tu commences à être assez connu. Ça fait F1.4, ça fait quoi? Ça fait 8 ans? Ça va faire 8 ans là. 8 ans, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait de la photo un peu sérieusement et qui essaie de se former un peu sérieusement, qui te connaît pas. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris de découvrir ce côté de toi que j'avais peut-être entreaperçu dans des épisodes YouTube ou des choses comme ça, mais qui finalement m'avaient jamais marqué. Pas mal parlé dans des épisodes, mais c'est vrai que en même temps, il y a plus de 550 vidéos maintenant, et encore, je te parle pas de la nouvelle chaîne. Enfin, j'ai un contenu monstrueux, donc là-dessus, s'y retrouver, c'est un peu plus compliqué. Et je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, dans le futur de F1.4, ce sera beaucoup, 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 beaucoup plus mis en avant. Bah écoute, maintenant, comme ça, plus personne ne fera cette erreur-là. On va passer à quelques questions un peu rapides. Vu les dates que tu m'as annoncées, je pense que la réponse est assez évidente, mais ton premier appareil était-il numérique ou argentique? Numérique. Enfin, oui, mon vrai premier appareil numérique. Le premier appareil que tu as réellement utilisé. On ne compte pas les appareils quand tu étais enfant, puisque tu as découvert la photo réellement en 2006. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as appris la photo? Est-ce que c'était sur YouTube? Ça existait déjà? 2006, c'est la date de naissance de YouTube, donc ça va être compliqué. Les premières vidéos ont dû arriver en 2009, tu vois, 2009, quelque chose comme ça. Donc non, j'ai appris... comment j'ai appris?
J'ai appris en faisant, j'ai appris sur les forums. J'étais sur Virus Photo à l'époque. Et ouais, j'ai vraiment appris comme ça, en fait. Et je suis très autodidacte, c'est-à-dire que je suis très touche-à-tout. J'aime beaucoup chercher par moi-même, tester. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris en testant, en testant, en testant, en testant. En essayant, en ce faisant. qui me bottait. Toujours en faisant. Toujours. De toute façon, il n'y a que comme ça. Mais de tous ceux que j'ai rencontrés, je pense que ceux qui m'ont le plus impressionné sont ceux qui sortent faire des photos sans se poser de questions et qui apprennent en faisant, en fait. Bah, tu sais, c'est pas pour rien qu'à la fin de toutes mes vidéos, je dis sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Parce que je vois tellement de gens qui ne font que regarder des vidéos et qui m'ont dit ouais, j'ai vu toutes tes vidéos et tout ça. Et quand je vois leur feed photo, je fais ah merde. Mais t'as fait que regarder les vidéos. Ouais, t'as fait que regarder les vidéos. Mais j'en ai discuté. J'ai discuté avec plein de gens pendant mes workshops et tout. Des gens qui passent leur soirée, enfin 1 heure tous les soirs à regarder mes vidéos et les vidéos des autres et tout. J'en fais mais tu vas shooter? Bah non, j'ai pas le temps. Faut choisir. La seule chose qu'il y a à faire, c'est aller shooter. Enfin, regarde 2-3 vidéos, va shooter, reviens regarder quelques vidéos, mais surtout va shooter, quoi. Enfin, c'est un meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est assez logique. Il faut choisir en fait ce qu'on élimine pour faire ce qui nous plaît. C'est une question qui s'était posée à l'époque. À une époque, j'avais perdu beaucoup de poids, je faisais beaucoup de sport. Et les gens me disaient, mais je sais pas où tu trouves le temps d'aller à la salle de sport. J'ai arrêté de regarder la télé. J'ai vendu ma télé. C'est aussi con que ça. Très bien. Et je pense que c'est pareil pour la photo. À un moment, il faut éteindre son téléphone, prendre son appareil, sortir avec ses petites jambes. Bon, là, en ce moment, c'est pas le meilleur moment. Sauf si vous vous appelez Alexis Paoli, qui est en train de crapahuter dans Paris. C'est un épisode qui a été diffusé il y a une quinzaine de jours au moment où on enregistre et qui est en train de crapahuter à travers tout Paris en ce moment et qui fait légalement, il a toutes les autorisations nécessaires, il prend toutes ses précautions et il fait des photos de Paris vide, c'est extraordinaire. Petit big up à Alexis parce que franchement, c'est très beau ce qu'il fait. Du coup, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait. On disait qu'il fallait sortir, faire des photos pour devenir meilleur. Ouais, je voulais juste aller sur un truc, rebondir sur un truc que tu disais. Tu as dit que tu as vendu ta télé, donc déjà, c'est une très très bonne chose parce que la télé en tant que telle, alors je dis bien les diffusions télé, TF1, France 2, enfin tout ça, M6, tout le bordel, c'est ce qu'il y a de pire en termes de consommation de temps. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il y avait de pire. Maintenant, il y a un nouveau truc qui est pire. Ça fait longtemps, hein, c'est Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, même si j'ai un groupe Facebook, mais voilà, qui se résume à bosser. Je ne comprends pas, et j'ai rarement compris, à tous ces gens qui passent énormément de temps de leur vie sur les réseaux sociaux à débattre de conneries monumentales. Et je parle de photos, hein, je parle pas encore des autres choses politiques à la con, c'est encore pire. Mais quand je vois des choses, je vois des 200, 300, 400 commentaires sur un truc, et là je fais, mais vous avez pas mieux à foutre dans votre vie? Je suis désolé, je parle assez. Vas-y. On n'a pas de public mineur, je crois. Donc on peut y aller. Ouais, mais puis même, les mineurs aussi, comprenez, c'est pareil. Au moment où vous allez répondre à un truc qui vous énerve, par exemple, ou qui vous fait ah non, mais je sais pas comme ça et tout ça, réfléchissez. Réfléchissez si vous allez juste pas perdre votre temps, vous n'avez pas mieux à foutre dans votre vie, d'être avec vos proches, d'aller dormir, d'aller regarder un film, de choisir de regarder un film et pas de regarder Netflix, parce que Netflix, c'est exactement la même chose que France 1, que TF1 ou toutes les autres chaînes, puisqu'on enchaîne, plutôt que de partir dans des commentaires qui serviront absolument à rien, qui seront oubliés dans 2 jours, qui vont peut-être faire du mal en plus à certaines personnes, et ou heurter d'autres personnes qui seront pas d'accord et qui vont encore plus derrière réagir et tout ça. Vous n'avez pas juste à aller faire vos photos, faire votre com, faire tous les trucs, vous améliorer, regarder des tutos. Voilà, enfin, c'est un truc, c'est le genre de choses qui m'énervent tellement. Non, mais on est tout à fait d'accord. Moi, je me suis un temps perdu dans ça aussi, où pareil, tu vas avoir raison. Non, j'ai raison. Tu sais, tu parles à l'époque des élections, où t'en as un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Toi, tu as ton côté, tu peux pas avoir tort, et l'autre en face, il peut pas avoir tort. En fait, personne peut avoir tort, et tout le monde s'en fout, en fait, au final. Enfin, tu fais des scandales pas possibles, tout le monde se fout de ta gueule. Et pourquoi tu as perdu des heures et des heures pour rien du tout. Alors c'est bien quand tu es avec un pote un soir en train de boire un verre et que tu refais le monde, mais c'est parce que c'est cool. Mais sur Internet, c'est juste de la frustration. Ouais, non, puis surtout sur Internet, il y a un écran entre toi et la personne d'en face, donc il n'y a pas de risque de se prendre un coup de poing dans la tronche. Et je pense que le risque est quand même assez
assez minime. Au pire, tu te fais un peu humilier publiquement, mais effectivement, du coup, les discussions vont un poil trop loin la plupart du temps. Je suis d'accord. On va reprendre le cours de notre Vas-y, liste de désolé, je questions. digresse beaucoup. Est-ce que tu as des photographes, des livres et des photos préférées ou des photos préférées? Alors j'ai entendu cette question-là et je me suis dit: «Oh putain!» En plus, Ronan a sorti des choses et tout et Ah, moi j'étais Renan, ouais. là, «Qu'est-ce que je vais dire?» Moi, en fait, on avait un point commun, c'est le côté cinéma. En fait, je suis très, très peu calé en photo, extrêmement peu calé. J'ai une culture, de merde, en fait, même en culture de l'art, j'ai une culture de merde, et j'ai aucune honte à le dire. C'est très drôle parce que je suis très ami avec, le Turc qui, lui, a une culture de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court qui est juste monstrueuse et quand je suis là à ses côtés, je fais: «Ah putain, l'enculé, quoi!» Mais en même temps, j'ai aucune honte à ça, Mais tu il vois? n'y a pas C'est, de honte à avoir par rapport à ça. Après, chacun a sa façon de fonctionner, sa façon d'apprendre. Je mmh, préfère quelqu'un qui sort faire plein de photos et qui a une culture de l'image qui sort de ça que quelqu'un qui va regarder des photos toute la journée. Pareil, ça revient exactement à ce qu'on était en train de dire finalement. Tu peux mmh, passer ta vie à regarder des photos. Je pense que des photos, si tu regardes des photos et que tu en retires quelque chose que tu vas appliquer dans tes images à toi, c'est extrêmement mmh. positif. Regarder pour regarder, c'est pareil que de perdre son temps sur Facebook en fait. Bah, j'ai beaucoup aimé ta remarque sur, les tickets de cinéma devraient être déductibles de nos charges, enfin devraient être prises dans nos charges. Ah oui, C'était dans j'étais en train de ouais, chercher où, mais c'est dans un podcast, justement. Je vous laisse c'est chercher, ça. chers auditeurs, lequel c'était. Il faudra tous les Et écouter. moi, ma culture de l'image, elle vient de ce qui était drôle, c'est quand j'étais en école de cinéma, enfin d'infographie, j'étais absolument nul en cadrage. Tu regardes les petits trucs que j'ai fait à l'époque, c'était absolument pourri. J'étais là: «Mais comment, quoi?» Mais ce qui est drôle, c'est que plus tard, quand je suis devenu photographe, tous les films que j'ai pu voir quand j'étais gamin et tous les films que j'ai continué à voir, parce que j'en ai bouffé des films, j'en bouffais 6-7 par jour et en fait, j'ai tout l'instinct que j'ai dans le fait de cadrer, de savoir si ma photo est bien composée ou pas, même si ça s'affine au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça ne vient que par les films et c'est pour ça que j'ai un style plutôt cinématographique. C'est parce que ce qui m'a ce qui Influencé. m'impressionne et ce qui a impressionné mes yeux et ce qui m'a influencé, comme tu dis, c'est uniquement, le cinéma. Sur ce thème-là, est-ce que tu as vu une série qui s'appelle Mister Robot ou pas? Alors j'ai vu 1 saison et demie parce que la deuxième saison pour moi partait complètement en couille, mais oui, la première saison était Est-ce que assez ouf, quoi. esthétiquement, ça t'a pas bondi aux yeux? Moi, je suis devenu fou avec ça. Il y a pas un cadrage, il y a pas un cadrage qui est logique en fait. Ouais. Alors les cadrages sont très, très, très beaux. C'est pas mes cadrages préférés, mais esthétiquement parlant, c'est ouf. Je suis plus impressionné par un Better Call Saul, par exemple, où je trouve que les plans un peu enfin le spin-off de Breaking Bad, où les plans sont juste ouf, mais dans Better Call Saul, la couleur, la majestuosité des plans, genre tu as des trucs tu comprends pas, quoi. Tu as l'impression qu'il y a juste d'énormes réflecteurs partout. Ouais. Tellement la scène est juste bien exposée, tu sais, dans tous les sens. Le ciel est ultra bleu, mais ultra beau. Tout est bien, il y a pas d'ombre, enfin, il y a pas d'endroit bouché, cramé, tout ça et tu fais: «Pour une série, waouh!» Ils ont fait ça. Mais comme Mister Robot. Mister Robot, c'est un stylisme différent, mais c'est vrai que le New York et tout est super bien filmé, quoi. C'est ouf, quoi. Non, moi, là où je suis vraiment choqué, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un seul personnage dans le cadre, par exemple, ils vont te le Mmh. cadrer, et tu vas voir juste un bout de sa tête en bas à droite de l'écran, tu as un vide Ouais. énorme à côté, et ça marche, et en fait, ça te met super mal à l'aise. Je pense que Mmh. c'est le but de la série, mais effectivement, tu peux apprendre vraiment beaucoup, beaucoup en regardant ce genre d'image également. Puis Carrément et je sais pourquoi ça me parlait un peu moins, c'est aussi parce que, à cause de cet énorme parti pris que je comprends tout à fait et qui est logique par rapport à ce que tu dis, mais j'ai du mal avec les très gros effets comme ça mais c'était très beau. hmm, Il y a aucun souci là-dessus, esthétiquement, c'est assez joli. carrément. Question rapide suivante, est-ce que tu es plutôt zoom ou plutôt focale fixe? Faut qu'elle fixe, Focale fixe, obligatoire. obligatoirement. C'est quoi ta ou tes focales de prédilection? Tout dépend du domaine, ça dépend du domaine. En photo hauteur, pour mes landscape nude, j'aime beaucoup, le 14 millimètres, du fait que ça déforme énormément la réalité.
Je suis un grand fan en mariage du 24 et du 50, pour toutes les choses que tu sais déjà. Je l'ai lu, on va raconter l'histoire parce que sinon personne ne va comprendre pourquoi on rigole. Ouais, Mais il vas-y. y a 4 ou 5 ans, je me lançais, je venais de faire mes premiers mariages, mais j'en avais pas fait tant que ça. Et je vais au salon de la photo et Sébastien fait une conférence. Donc c'était un peu le seul photographe que je connaissais à l'époque où je suis allé voir une conférence. Et Sébastien a cette phrase que je n'oublierai jamais, qui est: il y a des photographes qui fonctionnent au 24-50, il y a des photographes qui fonctionnent au 35-85. Moi, j'aime être près de mes mariés, donc je fonctionne au 24-50. Et ça a influencé ma façon de faire pendant des années, alors même que dans tous les autres domaines, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne au 35 mm. Mais je suis resté pendant des années verrouillé sur cette focale-là, ces deux focales-là. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas très très longtemps, que j'étais beaucoup plus à l'aise sur les autres focales. Donc je te dois ce... Je vais pas dire je te dois ce mauvais choix parce que c'est pas une bonne façon de le dire. J'ai fait un choix, j'ai Non. trop extrapolé ce que tu as dit pour l'appliquer à moi. J'aurais dû le comprendre mieux, en toute honnêteté. Mais du coup, voilà, ça m'a fait sourire. Et c'est vrai que c'est la première chose que j'ai dit à Sébastien quand on s'est appelé, quand on a lancé ce call, parce que je trouvais ça assez amusant finalement qu'il ait eu cette influence sur ma photo sans le savoir. Bah, ce qui est très drôle dans ce que tu dis et la conclusion sur laquelle tu es arrivé après, c'est que tu m'as dit, tu l'as dit d'une façon si forte en disant: «Moi, j'aime être proche de mes mariés, c'est du 24-50», que tu l'as pris comme si c'était la bonne façon de faire. Alors Ouais. que juste avant, j'ai dit qu'il y avait 2 types de photographes de mariage, les 24-50 et les 35-85 Mm. et enfin qui utilisent des focales fixes et j'ai bien dit, il y avait 2 choix. Ouais. Et Ah oui, et non, c'est mais drôle de vouloir absolument se caler à ce que la personne en face dit, plutôt que et donc de juste prendre, excuse-moi du mot, mais bêtement, ce que la personne en face va dire, ce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, hein, et juste se dire, prendre un pas de recul, tu vois? Et se dire: «OK, est-ce que c'est moi? pose-toi Est-ce la que c'est question. pas moi? Je vais essayer et voir si ça marche ou pas». Et tout ce qu'on dit, tout ce que nous, influenceurs, je dis bien entre guillemets «influenceurs» parce que ce mot, il me sort un peu par les oreilles, on va dire enseignants plutôt, Mm. enfin formateurs, Formateur. hem, on dit des choses qui marchent pour nous. Après moi, j'essaye de beaucoup extrapoler pour des choses qui fonctionnent, que j'ai vu fonctionner chez d'autres personnes aussi, parce qu'on est tous différents et des podcasts comme le tien le montrent tout à fait et il y a des choix à faire. C'est pas parce que moi je l'utilise que, enfin, tu vois, Mm. dans le podcast de Ronan, j'entendais des choses donc qu'on va aborder tout à l'heure sur le livre et tout ça. Je fais: «Ah non, mais je suis tellement pas d'accord, mais alors tellement pas d'accord!» Mais si ça te marche pour toi, tant mieux, quoi. C'est Mais il y a pas de bonne manière. C'est pour ça aussi que je tenais à raconter cette histoire-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il n'y a personne qui a raison, au fond, sur la bonne façon de faire. Il faut juste prendre un petit peu de recul. Et c'est vrai que quand tu es jeune, bah, tu cherches un modèle qui fonctionne à reproduire assez rapidement, assez facilement. Et je pense que moi, j'étais dans cette phase-là, en fait, où j'ai pas forcément réfléchi. J'ai dit, bon, lui, il est doué, ça va, je vais faire comme lui, ça devrait marcher. Et résultat des courses, quelques années après, je me suis rendu compte, et en toute honnêteté, et en toute objectivité, je pense que mes photos sont beaucoup... je ne veux pas dire mieux, c'est pas vrai, parce que ce serait pas gentil pour tous les gens, puis ce serait pas gentil pour mon travail à moi, mais correspondent beaucoup plus à mon œil, finalement. ouais, donc elles sont mieux. Ensuite, tu peux dire, il y a pas elles de sont mieux pour moi, de toute façon, tu peux dire que tes photos de maintenant sont mieux que celles d'avant, ce qui serait, j'espère, assez logique au final, tu vois? j'espère. Mais voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, on y revient toujours, et je crois que c'est Mmh. la chose que j'ai le plus dit dans tous ces épisodes enregistrés. Alors, je vais juste faire une petite nuance. Ouais. Je suis désolé, je suis très chiant, hein, mais je vais faire une nuance. Faut pas prendre cette phrase comme il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, comme j'ai le droit de tout faire. Parce Non que plus, ça, je oui. vois tout de suite la porte d'entrée à je vais faire de Oui. la DSAT partielle et de toute façon, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bonne et de mauvaise façon et tout ça. Il y a des choses qui sont mauvaises. Et je reviens encore sur le podcast de Ronan où il disait qu'il s'était pris une grosse tarte sur un workshop du fait qu'il penchait ses photos. Ouais. Et moi, je suis pareil, je prends des grosses tartes, mais je donne plutôt des grosses tartes aux gens qui penchent leurs photos et qui viennent me voir. Pourquoi? Parce que c'est pas bien de pencher ses photos, parce que c'est gratuit. La plupart du temps, 99% du temps, c'est gratuit. Comme il a dit, c'est pour donner un espèce de dynamisme. Donc, il faut tout
tout est bien et tout est mauvais. Tout peut être bien, tout peut être mauvais, comme tout peut être kitsch et tout peut être pas kitsch. Le seul truc, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est surtout ça. Et il faut que ça nous ressemble. C'est plutôt ça. Tout est bien, tout est bien, et rien n'est mauvais si on veut aller par là, mais si c'est en cohérence. Moi, le maître mot, c'est la cohérence. Et ce 24-50 était pas cohérent avec ta façon de faire. Exactement. Mais par contre, il est très cohérent avec la tienne. Voilà, tout à fait. Si on continue sur cette lancée, tu es plutôt lumière naturelle ou plutôt flash? Lumière naturelle. Lumière naturelle à 100%? Pas à 100% évidemment, parce que quand je fais de la mise en scène cinématographique pour mes photos d'auteur ou en soirée sur les mariages, j'ai du flash, mais Mais tu vas pas faire des trucs ultra élaborés pendant la soirée avec des flashs sur pied, des choses comme ça, quoi. j'essaye de plus en plus pour ce que ça peut m'apporter comme photo, mais non. Enfin, c'est le moins j'ai de matos, le mieux c'est. Dans la même veine, moment réel ou posé? Réel. Réel. Même en posé, c'est du réel. T'arrives à créer cette petite bulle autour des gens? C'est ça. En fait, tu vas les faire poser d'une certaine façon, et au moment où tu shootes, par contre, ils ne pensent plus au fait que ça pose. Je déteste la pause. C'est un truc que je ne supporte pas. La plupart du temps, c'est mal fait. Et même quand tu prends les plus grands photographes, quand tu écoutes un peu ce qu'ils disent et tout, certains font poser, mais au moment où ils shootent, ils ont fait en sorte que pendant une demi-seconde, pendant 2 secondes, que la personne ne soit plus en train de poser dans sa tête. Donc, ils dirigent. Voilà. Ils dirigent. Pour moi, le poser, cette question n'a pas forcément lieu d'être, dans le sens où le poser, pour moi, amène forcément à quelque chose de pourri. Alors, je nuance, parce que si c'est ta volonté que ça fasse extrêmement posé pour le discours que tu as dans ta photo, c'est un choix artistique. Mais le poser, comme la plupart des gens le font, donc ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui disent tiens, pose ta main comme ça et tout, ça amène tout le temps à de la merde. Alors que tu peux diriger les gens et les amener dans un état d'esprit, et là, ça fera quelque chose de fou. Et ta photo va amener quelque chose. C'est ça. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Alors, ça dépend lesquelles. J'imagine les photos d'auteur plus que les autres? Oui, les photos de mariage, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je suis adepte vraiment de la photo la plus naturelle possible, même si j'essaie de donner un petit look cinématographique, mais qui va déjà par la lumière, qui va déjà par le cadrage et qui continue par le post-traitement. Mais dans mes photos d'auteur, oui, ça, c'est généralement. Alors, tu as des photos très simples qui sont à 5-10 minutes de post-traitement, et tu en as pour les plus grosses mises en scène où je suis à 25-35 heures, enfin, peut-être même plus encore sur certaines photos, quoi. Mais il y a beaucoup de Photoshop, quoi. Oui, mais là, c'est l'effet recherché. Tu peux pas avoir voilà. quelque chose de trop naturel non plus. On a déjà abordé rapidement le sujet quand on a parlé des livres photos en parlant du cinéma. Quelles sont tes sources d'inspiration hors photo? Est-ce qu'il y en a d'autres que le cinéma et que les séries? Sûrement un peu le jeu vidéo. Sûrement des jeux vidéo qui m'ont bien inspiré. Surtout qu'il y a beaucoup de jeux vidéo très cinématographiques aussi, donc maintenant il y a des très très grosses passerelles entre le jeu vidéo et le cinéma, donc tu retrouves des super beaux plans dans plein de jeux. Et puis même tu peux t'amuser, j'avais fait 2-3 épisodes sur des jeux vidéo, cadrés dans des jeux vidéo. J'ai utilisé The Witness et Firewatch, et c'est des jeux en fait plus de balades et d'énigmes. Et par exemple, Firewatch, tu te balades dans un parc naturel et tu te poses et tu as le cycle de la journée et tout. Et tu fais pile poil tes petits cadrages et tout. Et donc, ouais, je dirais tout ce monde-là, le monde cinéma et jeux vidéo, c'est la plupart de mon inspiration. Tous les trucs de notre génération. Voilà. Dernière question rapide, tu fais quoi de ton temps libre? C'est une très très bonne question. Est-ce que tu as du temps libre déjà? J'ai tendance à dire que mon boulot de formateur, c'est mon gros plein temps. Mes mariages, c'est mes vacances, mes 6 semaines de vacances. Et mon côté auteur, c'est les week-ends. Donc ça laisse peu de temps après pour autre chose. Et mon temps libre, je dirais, je joue aux jeux vidéo. Je veux dire je lis, mais non, parce que je lis des livres surtout qui me font avancer. Donc pour moi, c'est pas forcément que du temps libre. Je regarde des films, je vais au cinéma. Mais dès que je sors, dès que je bouge et que je voyage, c'est toujours dans un cadre boulot.
même si c'est proche, tu vois, mon boulot est proche du temps libre, c'est là où c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de dire il y a boulot et temps libre. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, finalement, tu travailles tout le temps et jamais réellement, en fait. Tu vois, là, est-ce que c'est un boulot, est-ce que c'est un temps libre, le fait d'enregistrer un podcast? Moi, je sais considère ça comme un temps libre. Après, ma femme considère ça comme du boulot parce qu'elle est toute seule avec les enfants à côté. Mais bon, on peut débattre très longtemps sur ce sujet. C'est ça. Si on parle de ta philosophie par rapport à la photo, qu'est-ce qui te fait prendre une photo? Qu'est-ce qui te fait appuyer sur le déclencheur? C'est quoi le déclencheur, justement? Pareil, ça diffère dans le côté mariage et du côté auteur. Je shoot de moins en moins, enfin, vraiment de moins en moins. Enfin, pas forcément de moins en moins sur une séance, mais de moins en moins, je vais faire des photos. Je vais pas genre bouger et tiens, il y a un truc bien, je fais une photo. C'est parce que derrière, je vois tout le côté putain, ça va arriver dans mon process de tri, de post-traitement. Qu'est-ce Donc, que je vais en foutre de cette photo derrière et tout. Tu fais partie de ceux qui shootent beaucoup de photos sur un mariage? Ouais. Bah, ça dépend. T'as eu Julien Laurent-Georges et il m'a complètement. C'est bon, lui, non, je shoote pas beaucoup au final. Oui, non, par rapport à lui, effectivement, il n'y a pas grand monde qui shoot beaucoup. Ça, c'est vrai. Même moi, je shoot pas autant et pourtant, je shoot énormément. Tu fais combien, toi? Un mariage, 8000 photos à peu près. Ah ouais, tu shootes. Ouais, moi, je suis plus sur une journée de 12 heures, je suis plus en 5-6 000. D'accord. Sincèrement, en termes de traitement, ça n'a pas une énorme différence non plus. Hein. Non. Non, t'es plus à 2-3 000 près. À ce stade-là, je veux dire, voilà. Mais sinon, dans ce qui me. En mariage, pour répondre à ta question, en mariage, c'est le. Mais je dirais même pour tout, en fait, c'est l'authenticité et surtout la cohérence. Enfin, pour moi, le maître mot de tout, de ma philosophie, c'est la cohérence. C'est être cohérent quand tu prends ta photo. C'est-à-dire, pourquoi tu prends ta photo et est-ce que c'est cohérent avec le cadrage que tu as, la lumière que tu as, ce qui se passe dans la photo et ce que tu en feras derrière. Quand je suis en mariage, pour moi, c'est l'authenticité du moment, c'est la cohérence par rapport à tout ce qui se passe, qui est une vraie vie. Quand c'est dans mes photos d'auteur, c'est que ça corresponde à ma série et surtout que ça me fasse vibrer. En fait, moi je dirais même, non, pour résumer, c'est tout le temps, c'est que ça me fasse vibrer. C'est que ça touche une corde en moi, sensible ou pas. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on développe. C'est au fur et à mesure, on développe l'instinct. L'expérience nous fait développer notre instinct. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et à force de faire, et il y a un moment, tu réfléchis plus et ton cerveau, en fait, c'est un raccourci. T'as un truc, tu n'as plus à conscientiser le truc. Je fais beaucoup le rapport avec des tennisman ou des rugbyman, enfin des sportifs qui répètent le geste des centaines de milliers de fois, qu'il n'y ait plus aucune liaison entre le cerveau et le fait de faire le geste. Le geste se fait de façon totalement instinctive et donc très rapide et de façon totalement maîtrisée. Et c'est ça, en fait. S'il y a une connexion entre tout, un alignement des planètes, c'est bon. C'est le moment de shooter. Qui m'a dit ça exactement? C'est Ronan, d'ailleurs. Oui, je crois qu'il a parlé de l'alignement des planètes. Il a parlé dit de l'alignement que disait Cartier-Bresson entre le cœur, l'œil et l'objectif. Je sais plus quoi. Le cœur, l'œil et l'objectif, il me semble. Désolé, Ronan, on réécoutera ton épisode pour se le remettre en tête. Surtout désolé, Cartier-Bresson, c'est surtout ça. Oui, mais Cartier-Bresson, il s'en fout maintenant, alors que Ronan, il peut se vexer. C'est vrai. C'est quoi ton rôle dans le mariage? C'est affiché en plein sur mon site. La première chose qui est affichée sur mon site, c'est photographe de mariage et déstresseur de mariés. Et pour moi, c'est ça mon rôle. C'est mes deux rôles sur un mariage. Je fais les photos, évidemment, en tant que photographe, mais je suis là aussi en tant qu'accompagnateur et en tant que personne avec le sang-froid qui connaît beaucoup de choses du mariage. Je ne suis pas wedding planner, attention, mais je suis là avec eux. Et c'est d'ailleurs comme ça, moi, que je me vends, c'est que je suis la personne qui va les accompagner durant tout, c'est-à-dire du moment où on signe jusqu'à après le mariage. Et je serai je me vends en tant que meilleur ami. Donc c'est quelque chose aussi dont on a parlé avec Julien Laurent-Georges. C'était la première fois que j'entendais ça dans la bouche d'un autre photographe. C'est quelque chose qu'on utilise depuis des années, chacun de notre côté. Et voilà, moi je me pose en tant que meilleur ami, c'est-à-dire tu auras Sébastien Roignan sur ton mariage. C'est-à-dire que je ne serai pas une personne transparente du tout. Tu invites Sébastien Roignan à ton mariage. Du coup, ça veut dire que si il faut ouvrir une porte, tu le fais. S'il faut aller chercher quelque chose, tu le fais. Tu rates pas d'image en faisant ça? Sûrement, mais je m'en prépare d'autres. D'accord.
Tu vois, si je dois, par exemple, prendre la robe de la mère de la mariée et traverser tout un marché pour aller lui envoyer parce que c'est impossible d'y aller en voiture, je le fais. Si je dois bouger toutes les chaises d'un mariage parce que les mariés veulent absolument à un endroit et que je considère qu'il va pas pleuvoir et que la wedding planner fait rien, je le fais. Pareil, c'est de l'expérience. C'est très difficile à faire quand tu débutes parce que t'as pas l'expérience, tu sais pas les choses qui vont fonctionner et tu peux pas prendre de risques non plus parce que tu prends des risques quand tu fais des choses comme ça. Mais je pense que ça importera plus aux mariés de passer un bon moment et d'avoir la cérémonie qu'ils veulent et que leur mère arrive à la mairie en habit et qu'elle fasse pas un esclandre ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir la bonne photo enfin, Au bon d'un moment moment. où le truc est gâché puisque de toute façon ils n'ont pas eu la cérémonie qu'ils voulaient. Donc à ta manière, tu contribues à la bonne ambiance du mariage. C'est 50% de mon boulot pour moi. C'est quoi pour toi une photo réussie? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'elle est cohérente entre le cadrage, la volonté du photographe, ce qui s'y passe, la lumière, les habits des gens, le traitement. Ça fera une bonne photo, obligatoirement. Si c'est cohérent, ça fera une bonne photo. Par extension, c'est quoi un album de mariage réussi? Et je te pose cette question particulièrement là à toi parce que je sais que tu es très restrictif sur le nombre de photos que tu rends. Oui, enfin, je suis assez restrictif. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ma deuxième chaîne, sur le guide du photographe de mariage, où je disais, voici le nombre de le nombre de photos à rendre. Enfin, j'expliquais pourquoi et comment et les avantages, les inconvénients de chaque. Et beaucoup de réponses que j'ai eues, alors évidemment beaucoup, c'était beaucoup plus de photos parce que j'en rends entre 4 et 500 pour entre 12 et 15 heures de reportage. Et j'en voyais beaucoup être à 250, 300. Ça m'a un peu étonné parce que c'est pas du tout ce que j'entendais un peu partout, des élèves, des centaines de personnes, des milliers de personnes avec qui j'ai pu discuter. Mais apparemment, bon, sauf s'ils disaient des choses fausses, je sais pas. Moi, je suis Mais vachement surpris par ce nombre-là parce que ce que je vois et ce que je constate, c'est plutôt 1000, 1200 c'est ça, d'une manière générale. Moi, j'en rends 700, 800, c'est déjà serré, je c'est déjà trouve. pas mal. Mais c'est vrai que c'est surprenant ces Bah, chiffres. pour moi, le bon chiffre, c'est 450. 4 et 500, ça permet d'être très sélectif. Je fais la comparaison avec les films de Peter Jackson qui sont pour moi beaucoup trop longs. Mm. Et tu prends un King Kong, tu lui enlèves 3/4 d'heure, 1 heure, ça devient un bon film. Je l'ai pas vu, mais Et je te fais confiance et là-dessus. pour tous les films, au final, enfin, tu dois te mater un film de 4 heures, même si c'est un très bon film à la base, en 1 heure et demie, tu vois, et que tu dois Mm. mater 4 heures avec tous les rushs et tout ça, c'est nul. Ouais. Enfin, ça sert à rien, quoi. Je pense qu'il y a Donc, une il raison faut pour laquelle épurer. le standard, c'est 1h30 à 2h un film. Il y a aussi une question d'attention de la Mm. personne, je pense. Mais après, regarde, il y a pas longtemps, il y avait The Irishman de De Scorsese. Scorsese, ouais, pardon. Ouais, c'est 3 heures, 3 heures et demie même. Ça se laisse voir, en fait. Ça se laisse voir parce que c'est bien maîtrisé. Enfin, je sais pas si toi, Je tu l'as l'ai vu. pas regardé parce que je trouvais que c'était trop long. Bah, j'ai eu du mal à me lancer dedans, mais en fait, une fois que je me suis lancé dedans, quand tu passes la première demi-heure qui est peut-être un peu Quand tu as poussive, tu vois, passé un les truc comme premières ça. 3h30, les derniers quarts d'heure est bien. Non, enfin, dès que ça t'agrippe, en fait, t'es pas lâché et ça demande enfin, de savoir tenir des gens sur 3 heures et demie, ça te demande un travail et surtout enfin, une maîtrise de malade. C'est pas difficile de faire long, Mm. c'est difficile de tenir les gens en haleine pendant longtemps. Et vaut mieux un petit film d'1 heure et demie qui soit extrêmement bien construit que de faire un film de 3 heures qui soit mal construit. Donc ça nous renvoie à ma Donc, question sur l'album de mariage. ouais. L'album de mariage, alors, j'ai une particularité aussi, c'est que je shoote pour le livre. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est pas les photos que je rends, c'est le livre que je vais rendre. Donc ton livre doit raconter une histoire. C'est ça. Enfin, si je dois me classer en tant que photographe de mariage, je suis dans la mouvance storytelling parce que je veux raconter une histoire et ça va, tu vois, avec mon passif cinématographique, tout ça. Et donc le livre, c'est moi qui choisis les photos. Ils peuvent revenir sur certaines photos, mais j'ai le droit de dire non. Je leur dis, j'ai le droit de dire non à vos demandes. Si vous m'embauchez, c'est que vous me faites confiance et que vous avez vu ce que j'ai fait avant et je mettrai à fond dans ce que je fais pour vous. Mais il faut laisser, je veux pas, c'est moi qui ai le director's cut, c'est pas, vous êtes,
OK, vous êtes peut-être la boîte de prod, mais la boîte on voit ce que ça donne, les boîtes de prod qui viennent faire la merde sur les films. Ça donne des films de merde et ben, enfin, je leur dis pas comme ça Oui, évidemment ou alors avec un très grand sourire en rigolant, quoi. Mais et voilà, ils ont le droit à quelques changements de photos, mais tu contrôles tout, c'est ton c'est moi qui côté fais l'histoire. auteur. C'est ça, mais en fait et même, tu vois, le livre est signé, numéroté 1 sur 1. Je le rends un travail d'auteur. Et si t'en sors plusieurs? Il y en a qu'un qui est, et la version parent, de toute façon, c'est pas la même et elle est, de toute façon, c'est ce livre-là qui est signé, numéroté, quoi. Parce qu'il y a le coffret, il y a tout ça qui va avec, quoi. Alors, ça donne un petit relief particulier à la question suivante, puisque la question c'est est-ce que les photos que tes mariés partagent sont les mêmes que les tiennes? Alors je t'avoue que, j'arrive pas à savoir si j'ai beaucoup de partage des mariés ou pas. J'ai quelques mariés qui partagent mes photos, mais mes mariés sont pas forcément beaucoup sur Instagram, tout ça et tout et je sais pas s'ils sont discrets ou pas. J'ai pas de clause vraiment beaucoup de gens qui me demandent de la discrétion sur les photos et tout. Mais je sais que j'ai très peu de partage et c'est pas une histoire d'être satisfait ou pas satisfait, hein. Après je dirais, est-ce que c'est les photos des mariés? Est-ce que c'est ceux qu'ils préfèrent? Est-ce que c'est ceux que je préfère aussi? Pas forcément parce qu'eux, il y a un affect. Évidemment, il y a un Ouais. gros affect qui rentre en jeu, alors que moi, c'est surtout l'affect de la photo et de la qualité de la photo. Hem, Ils vont préférer une mais photo avec le c'est papa, même si elle est un peu ratée, que ta photo absolument techniquement parfaite, voilà, qui on ne c'est voit c'est pas plutôt forcément ça, tous les quoi. visages. C'est plutôt ça et après moi, je serais peut-être même à préférer quand même une photo un peu ratée, mais qui exprime vraiment quelque chose plutôt qu'une photo absolument parfaite techniquement. Mais tu vois, par exemple, j'avais un client qui était très dans l'apparence et dans pour moi, les photos qu'il allait aimer, c'est les photos de couple, tu Ouais, vois? Je lui fais des belles photos de couple un peu classe et tout ça et quand il m'a dit la photo qu'il préférait, c'était une photo d'un couple d'amis, de son meilleur ami, de son témoin, avec sa femme, qui rigolent, qui sont à fond et tout et pourtant la photo est un peu floue, tu vois? Elle est un peu ratée et tout ça, mais le moment est juste excellent et ça m'a fait plaisir parce que toutes les discussions que j'ai pu avoir avec lui ont aussi amené à ce qu'il soit plus axé sur l'émotion de la photo, sur ce que transmet la photo plutôt que sur le côté technique, à fond, quoi. on a parlé de ton côté auteur. Qu'est-ce que ça t'apporte du côté mariage et est-ce que ça pèse, selon toi, dans le choix de tes mariés de t'engager? Alors, je crois que ça amène sur une question que tu as après, je vais répondre, comment je trouve mes mariés et comment je trouve mon business. Mmh, Beaucoup de choses viennent pour moi de F1.4, de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que beaucoup de ma clientèle, vient directement ou indirectement de ma chaîne YouTube. Directement dans le sens où c'est des spectateurs, enfin des auditeurs là ou des auditrices de la chaîne, d'accord. ou indirectement, c'est, de la famille ou les amis qui sont auditeurs ou auditrices de la chaîne et qui dit: «Tiens, tu te maries, va voir Sébastien» et le dernier mariage que j'ai signé, c'était encore ça et Ça te pose en ça arrive de plus référence? en plus. Ça me pose en référence, tout à fait, le fait d'avoir cette chaîne YouTube, d'être connu et d'être dans la tête des gens. En fait, c'est con, mais tu vois, tu dis, que j'étais le seul photographe que tu connaissais concernant de la photo cette année-là, hem et pourtant, j'étais loin d'être le meilleur. Tu vois, j'étais loin d'être le meilleur photographe qui était sur ce salon. Je sais pas qui y avait en expo et tout ça, enfin, qui était l'invité d'honneur, mais il y avait forcément largement meilleur que moi. Mais par contre, le fait d'être c'est quelque chose que je réalise beaucoup depuis 1 an. C'est ce que tous ceux qui ont commencé avec moi ont grandi maintenant Ouais. et ont commencé à avoir, à être sur des postes plus évolués, à eux-mêmes être plus évolués en tant que photographes ou arriver dans des sociétés et tout ça et donc avoir des postes et tout et c'est quelque chose que je réalise vraiment beaucoup maintenant sur le côté, bah, c'est toi, tu nous as accompagnés. C'est en partie grâce à toi que je suis là, et pourtant moi je faisais juste mes vidéos derrière mon ordinateur, hein, tu sais? Enfin, comme un con, hein, un ours qui fait ses vidéos chez lui, quoi et le salon de la photo me permet beaucoup de voir ça et je digresse, je suis désolé, mais je vais revenir à ta question après Vas-y, vas-y. et je vois de plus en plus ce côté affectif, tu vois? Le fait d'avoir été tous les semaines là, de pas avoir loupé, un rendez-vous, d'avoir tenu le coup, parce que c'est ce qui fait aussi ma grosse différence par rapport à et ma longueur d'avance par rapport à tous ceux qui se lancent sur YouTube et tout ça, c'est que je suis là depuis 8 ans Ouais. et je suis là depuis 8 ans en n'ayant quasiment pas manqué une semaine et en donnant plus qu'espéré et donc il y a cette confiance, tu vois? Il y a cette confiance qui est là et je pense qu'il y a même ce truc et je le vois beaucoup, hein, c'est: «Je vais me faire un cadeau». Bon, j'aime ces photos, hein, heureusement, mais je vais me faire un cadeau, je vais avoir Seb sur mon mariage
Et il y a ce truc un peu de fan. Alors, j'aime pas trop le mot fan parce que quand c'est un peu déraisonné, quand c'est pas réfléchi, Et je trouve déconnecté de la ça. réalité. Ouais, puis je trouve ça un peu con parce que c'est genre, ah, tout ce qu'il dit, c'est bien. Ben non, tout ce que je dis, c'est pas bien. Enfin, tu sais, pour moi, c'est la même chose. Enfin, j'adore les fans, hein, mais c'est super gratifiant. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est comme les haters, tu vois. De toute façon, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Ouais. Vous êtes des humains, réfléchissez, prenez du recul. Tout ce que vous diront les gens, même si vous les admirez, même si vous aimez ces gens-là, c'est pas forcément vrai pour vous, comme tu as pu le voir pour le 24-50 et le 35-85. C'est certainement une des leçons les plus importantes de toute ma carrière de photographe, c'est ça. C'est que effectivement, c'était en soi pas un mauvais conseil, c'était juste pas un conseil pour moi. C'est ça. Mais c'est cool, je suis content que, comme j'ai été content, tu vois, un jour que quelqu'un m'a dit, Seb, tu vois, eh ben, grâce à toi, grâce à à une de tes vidéos, pourquoi vous ne serez jamais photographe professionnel, eh ben, j'ai compris, je ne serai jamais photographe professionnel. Et ça m'a fait tellement plaisir de me dire, et je lui ai demandé pourquoi, bien sûr, quoi, mais quand il m'a répondu le pourquoi, ça m'a fait tellement plaisir parce que c'était réfléchi. Et en fait, le seul but de cette vidéo, enfin de ces types de vidéos, c'était juste de faire réfléchir et de faire se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est pas ce qui est bon pour moi. Moi, ce qui est bon pour moi, c'est que tu veuilles devenir photographe de mariage et que tu viennes sur mes formations, ça me fera de l'argent. Mais ce qui, moi, non, enfin, c'est un peu cynique de dire ça, mais ce qui est plus important pour moi, c'est que chacun réfléchisse à ce qu'il a envie et qu'il aille après, quand il a bien réfléchi, qu'il y aille. Et donc, pour revenir à ta question, donc beaucoup de mes clients viennent de F1.4, beaucoup du fait que je sois trouvable sur Internet et connu dans la tête des gens, c'est par ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, c'est vraiment un cadeau que beaucoup se font, d'avoir moi. Et comme je suis la même personne en vidéo et en vrai, avec les mêmes blagues pourries, avec des trucs comme ça, ils sont pas dépaysés. Je crois Tu fais partie de la famille déjà. Répondu à ta question. Alors, mais c'est ça. Ouais. La question, c'est ça t'apporte quoi le côté auteur, mais en fait, tu y as répondu dans le sens où je réalise que le côté auteur est peut-être indissociable de F1.4. Totalement, mais tout est indissociable. Comme toutes tes activités, ton corpo, ton mariage et tout est indissociable de toi. Tout ce que je fais est indissociable de moi. Mon côté auteur influe sur mon côté mariage influe sur mon côté auteur, mon côté formateur influe sur les deux autres points. Ça influe aussi beaucoup sur le côté auteur, influe sur le côté formateur. Enfin, on est tout. Quand on s'y met à fond et qu'on fait les choses à fond et quand ça nous tient à cœur, tout influe. Tout est connecté. Et c'est aussi pour ça, on m'a beaucoup. Je conseille des fois de ne pas mettre le côté auteur sur le site, sur ton site mariage par exemple, parce qu'il y a le côté t'as du nu en plus dessus, des choses comme ça. Et je dis au contraire, moi j'ai besoin d'être ultra sélectif, ultra sélectif. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de gens qui me contactent. Je veux remplir ma saison avec 6 mariages, ça me suffit largement. Techniquement, j'ai besoin de 6 contacts qui aboutissent pour faire ma saison. Donc au contraire, tu vas m'engager aussi parce que tu aimes ce que je fais en auteur et ça me permet des fois de leur vendre un tirage en plus, de leur offrir un tirage en plus, j'en sais rien, un truc des fois et surtout en plus depuis que j'ai sorti mon livre, ça joue en fait. Et donc, au lieu de ratisser large, en fait, ça te permet de ratisser un peu plus serré, de n'avoir que des gens qui vont être intéressés par toi réellement, quoi, et pas des gens qui vont prendre un contact avec toi parmi 25 autres photographes pour chercher le moins cher du lot. Cela m'intéresse pas, déjà. Ce que je dis toujours pendant les rendez-vous, c'est si vous hésitez avec quelqu'un d'autre, prenez l'autre personne. Parce que ça m'intéresse pas. Ça peut paraître très très prétentieux en fait de dire ça, mais ça l'est peut-être un peu. Mais c'est juste que je veux pas m'embêter. Je veux que le choix c'est Sébastien et personne d'autre. Et si on hésite entre une autre personne, c'est que c'est pas forcément le choix. On n'a pas été totalement emballé. Voilà. Et tu vois, tu avais une question aussi sur les vidéastes et tout ça. Par exemple, j'ai quasiment jamais de vidéaste sur les mariages. Parce que et de toute façon, je refuserais d'être avec un vidéaste si je ne suis pas le prestataire principal de l'image. Donc, il faut que tu aies le, parce que je ne pourrais pas faire contrôle, en fait. Faut que tu sois le patron, en fait, de ce côté-là. C'est ça. Exactement. On parlait de tes séries d'auteurs. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les Monstres de la Nuit, que j'ai trouvé très original parce que finalement, c'est un sujet
extrêmement simple à la base, mais qui finalement rend extrêmement bien. C'est juste pour te dire que j'avais beaucoup aimé cette série. Merci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les... Tu expliques la série je mettrai le lien. Vas-y, explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est mon côté grand enfant et je crois que c'est ma série qui me tient depuis le plus longtemps puisque c'est la première photo qui n'est pas dans la série, mais la première photo qui m'a inspiré la série, je l'avais faite en 2007, pour te dire. Donc, en gros, je prends en photo des lampadaires. Donc, je me balade la nuit, je prends en photo des lampadaires et pour moi, ces lampadaires deviennent des espèces de monstres et je leur invente des histoires. Et c'est mon côté. Alors, j'aime beaucoup la pareidolie. La pareidolie, c'est le fait de voir, tu vois, par exemple, dans une prise d'électricité, tu as deux trous, tu as la prise de terre qui pourrait faire le nez. Donc, les deux trous, c'est les yeux, le nez, et la bouche, c'est le rond qui est en dessous, ou le rond, c'est la tête, quoi, comme un smiley. C'est faire un visage de forme distincte, c'est ça? Bah, tu vas repérer dans des formes qui ne sont pas du tout ce que ça va t'imaginer. C'est le coup des nuages, en fait, tout simplement, la pareidolie. C'est de voir des formes dans les nuages. Et pour moi, c'est ça. Et ces monstres, la pareidolie est très, très, très présente dans ma série de Landscape Nude. Mais dans cette série-là, j'ai juste basé sur la pareidolie. Tu prends un poteau de lumière, ça te fait un corps et des yeux, quoi. Et ça marche. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'est assez réussi. Je mettrai un lien dans les notes d'épisode pour que les gens puissent voir de quoi on parle. Et du coup, j'avais dévié sur tes séries parce que ma question suivante, on parlait de l'influence que toutes tes activités diverses exercent les unes sur les autres. Est-ce que ça se retrouve, ce côté auteur, c'est peut-être un peu plus lourd à mettre en place qu'une photo simple et traditionnelle? Est-ce que ça se retrouve dans ton côté mariage, justement? Oui, je te disais tout à l'heure, ça influe forcément. Après, ça se retrouve plus dans les séances, ce qu'on appelle les séances day after, les séances qu'on peut faire après le mariage, où là, je vais sûrement mettre plus en avant quand j'ai le temps, parce que c'est quelque chose qui demande du temps de préparation, et souvent pendant un mariage, on a 15-20 minutes pour faire des photos de couple, et à part si tu as une idée précise, bah, tu vas pas avoir le temps de faire ce que tu as envie, surtout d'aller à l'endroit, parce que dans le sens où beaucoup de mes photos sont faites dans des endroits assez exceptionnels. J'ai besoin d'avoir ces endroits exceptionnels, il faut pouvoir y aller. Ouais, tu as les temps de déplacement que tu n'as pas toujours le jour du mariage, quoi. Exactement, et quand on a fait des photos avec des mariés en Islande, quand on a fait des photos en Nouvelle-Zélande, avec des couples, tout ça, là, normalement, si tout va bien avec cette histoire de confinement, si ça s'arrête, on va partir en Californie en septembre prochain, et avec des mariés, et voilà, on aura le temps vraiment, et là oui, ça va être totalement ça va être une grosse partie de mon côté auteur. Donc du côté day after, oui. Côté mariage, c'est plus compliqué, puisque je suis plus sur l'instant présent et sur le fait de raconter une histoire. Et tu as moins de temps pour construire une image réellement, quoi. C'est ça, et mon cerveau est pas basé pareil, il n'est pas sur les mêmes triggers. Dernière question côté philosophie, tu as fait beaucoup de formations, tu as eu des discussions assez poussées avec beaucoup de photographes. Est-ce que tu dirais que ça t'a fait évoluer et de quelle manière? Alors totalement. C'était Michael Ferrer qui disait pour les formations, en fait, ce qui est bien, c'est que sur une formation que tu fais, que tu donnes, tu as la même place que les élèves, sauf que tu parles plus et tu es payé. Donc c'est tout avantage. C'est le meilleur job qui soit alors. C'est ça. Mais en fait, il a totalement raison parce que le fait de devoir enseigner, alors il y a deux choses. Il y a la discussion avec les élèves et le fait de devoir enseigner. Le fait de devoir enseigner t'oblige à synthétiser, 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 synthétiser et donc à prendre du recul. Tu as des gens qui sont des très 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 bons photographes mais qui seront des très mauvais pédagogues parce qu'ils ne prendront pas le recul sur ce qu'ils font et ils n'ont pas besoin de prendre le recul sur ce qu'ils font. Ils carburent dans leur prod. Parce qu'il ne faut pas oublier que former demande du temps et de l'énergie, et c'est du temps que tu peux pas mettre dans ta prod. Mais par contre, quand tu commences à être formateur et à prendre vraiment ton rôle au sérieux, tu es obligé de synthétiser les choses. Et je prends toujours un exemple, le workshop portrait que je pas dire que je faisais parce que je vais le refaire, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai pas le temps. Le workshop portrait, donc sur ma série de portraits à la recherche d'eux. En fait, c'est marrant parce que cette série de portraits est devenue une série grâce au workshop. Dans le sens où, toutes les fois où je donnais, parce que je les donnais des fois, peut-être 10 fois dans l'année, un truc comme ça, à chaque fois, je comprenais un truc sur mes photos. Plein de trucs, ils disaient, mais putain, mais ouais,
Ah ouais, mais ça, ah mais oui, ok. Et à la fin, c'était, mais c'est une série en fait, ce truc. Et j'ai dû prendre tellement de recul par rapport à cette série qui, à la base, était juste des portraits pour moi, d'une certaine façon, mais après, l'enseignement était plus technique et dans l'approche avec le modèle et l'approche si, hein, c'était pas du tout un workshop technique. C'était un peu technique, mais pas complètement. Bah, je me rappellerai toujours parce que ça a été un workshop à Montpellier. C'est un workshop à Montpellier, je me rappellerai toujours de l'appart et tout ça dans lequel c'était. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce workshop-là que je me suis dit, mais putain, mais oui, c'est une série. Et en en expliquant à mes élèves, je fais, c'est une série en fait. Et c'est le lendemain sur mon site, c'était une série. Avec le nom était trouvé et tout ça. Donc tu te formes toi-même en même temps que tu formes les autres. Totalement, t'es obligé quand t'es un prof comme je le suis. Je fais la différence entre les formateurs comme moi qui font des workshops par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on aime et de notre métier, et les profs à l'école qui enseignent à la même classe toute l'année et tout. Moi, je pourrais pas du tout faire leur métier. Enfin, je les admire pour ça parce que je pourrais pas du tout le faire. Nous, on est extrêmement chanceux. On est payé pour donner des cours à des gens qui ont envie de venir, ce qui est très différent de l'école, quoi. Pas du tout la même chose. Ils sont pas prisonniers, ils ont fait le choix de participer à ton C'est ça. workshop. Et t'as le droit de les bousculer parce qu'ils ont payé, donc ils ont fait le choix de venir, donc t'as le droit de les bousculer, quoi. Puis c'est même mieux de les bousculer. Ils apprendront plus Ah de oui, choses. coup de pied au cul, ils disent tout de suite, hein, ça c'est certain. Mais oui, quand t'es formateur comme ça, t'es obligé parce que, comme je te dis, t'es obligé de prendre du recul sur ton travail, donc tu te formes toi-même quand tu réfléchis tes cours. Quand je fais des conférences et tout ça, je découvre des choses. Et après, tu parlais de discuter avec d'autres photographes. Je vais faire la différence avec les autres photographes pour les podcasts, par exemple, que tu fais. Moi, j'ai lancé les podcasts depuis septembre dernier. J'en suis à 25 ou 26 épisodes, mais plus toutes les interviews aussi que j'ai pu faire. Par exemple, j'avais beaucoup plus appris avec Alexandre Deschaumes. J'avais beaucoup plus appris pendant mon interview avec lui que pendant le workshop, une journée de workshop après. D'accord. Et c'était pareil avec le Turc. Avec le Turc, j'ai beaucoup plus appris en 3/4 d'heure d'échange dans une vidéo qui est sur F1.4 que pendant les 2 jours de workshop qu'il a pu donner après. Donc ouais, les discussions, c'est des discussions privilégiées parce que tu vas, sous couvert de tes vidéos, sous couvert de tes podcasts, tu vas demander à la personne exactement ce que tu veux et avoir limite un mini workshop devant toi, quoi. Ouais. C'est ça qui est cool, quoi. Je me marre parce que je pense exactement la même chose. Je suis choqué de l'évolution que ça fait en peu de temps finalement, quand tu as l'occasion et l'opportunité de poser toutes les questions que tu as envie de poser à quelqu'un et que c'est normal. Parce que on peut se retrouver face à quelqu'un qui en a plein de questions à poser, mais il va pas forcément y répondre de la même manière qu'il y répondra quand il y a un micro devant lui. Et ça, c'est... Imagine aussi, par exemple, tu prends moi au salon de la photo, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai peut-être 500 personnes qui viennent me voir dans les 5 jours. Tu peux pas, on peut pas avoir cette discussion qu'on a avec 500 personnes. Et puis de toute façon, on pourrait pas l'avoir dans le sens où là, tu as fait l'effort toi-même de créer un podcast, de te donner une valeur à toi, de te créer ta propre valeur qui fait que tu m'as intéressé. Et en fait, c'est très con de dire ça, mais moi, par mes vidéos, j'avais une raison d'aller demander au Turc. J'avais une C'était raison d'aller légitime. demander à Thomas Muselet. Je m'étais créé ma propre légitimité pour aller leur demander, me dire, est-ce qu'on peut passer 2 heures ensemble à discuter? Alors que quelqu'un que tu connais pas et qui vient te voir et qui te dit juste, est-ce qu'on peut passer 2 heures ensemble? Bah, je suis désolé, si tout le monde fait ça, c'est pas que j'ai mieux à faire, c'est pas que j'ai pas envie de te connaître, c'est juste que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. J'arrive pas à prendre du temps avec mes proches. Pourquoi je t'accorderais 2 heures là alors que je te connais pas, quoi? Oui, c'est assez logique. Ça paraît très méchant de dire ça, mais C'est réel. tu vois, pour te donner un exemple parce que j'ai aussi été photographe de concert. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans et c'était pour moi un énorme prétexte pour aller photographier les artistes que j'aimais. Et j'ai pu me retrouver avec des artistes que j'adorais, que j'écoutais à fond et tout. C'était pas des gens extrêmement connus, hein, mais que j'adorais. J'ai pu me retrouver après le concert à manger avec eux, à aller faire des photos d'eux, à discuter, voire même avec 2 de mes chanteuses préférées. Je les ai vues plus tard. Il y en a une que j'ai vue pour son anniversaire, on a été faire un tour ensemble. Enfin, si je n'avais pas été photographe, je n'aurais pas pu vivre ces moments-là avec ces gens, parce que j'aurais été quelqu'un de lambda dans tous les gens qui sont venus au concert, et quelqu'un qui veut juste demander un peu d'attention. Alors que là, j'étais le photographe, j'avais quelque chose à leur offrir, j'avais déjà un statut, et ce statut, on le retrouve aussi en mariage. Le fait d'être meilleur ami, enfin le fait d'être le photographe me permet d'avoir un statut qui me permet d'aller partout.
Ça te rend normal, ça te rend légitime à aller parler à tout le monde et personne ne se demande en fait ce que tu lui veux. Donc C'est ça te ça. rend totalement normal et totalement inoffensif. Et du coup, tu as un contact beaucoup plus facile avec les gens. Bah, ils ont pas peur du lourdeau qui va venir leur parler, quoi. Et Ouais. je comprends tous les artistes. Pour moi, ils sont plus connus que moi et tout ça. Mais quand t'as plein de gens qui viennent te voir, tu te demandes toujours, parce que, enfin, même au dernier salon de la photo, hein, Mm. j'ai eu un gars qui est venu me voir, mais il m'a tenu la grappe pendant 20 minutes ou 25 minutes pour ne parler que de lui, sans même du tout s'intéresser à moi, quoi. Et t'es là, tu fais, mais, enfin, je suis poli, donc j'ai du mal à lui dire ta gueule, casse-toi, quoi. Mais t'en as rien à branler de moi, t'en as rien à foutre. Tu viens juste te pavaner devant moi parce que j'ai un peu parce que je suis un peu connu. Ouais, pour avoir Mais une non, validation moi, quelque part qu'il n'aura pas en plus. ouais, puis j'avais envie de dire, si tu continues comme ça, de toute façon, t'es un imbu de toi-même et tu pourras jamais rien faire, quoi. Donc, enfin bon, bref, désolé, Non, non, mais je m'écarte encore c'est ce qui est intéressant, c'est justement quand on digresse. Les questions Yes. suivantes vont attaquer plutôt le côté business de la photographie, ta philosophie côté business. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu considères être ton métier? Parce que tu as plein de casquettes. Qu'est-ce que je considère être comme mon métier? Alors, tout dépend vers comment aussi, quel point de vue. Est-ce que c'est ce qui me rapporte le plus? Alors Est-ce que c'est justement, ce c'est qui tout me à l'heure, tu demande le l'as dit plus de du côté, temps? le cœur. Si le cœur parle, t'es auteur. Hmm. Mais C'est clairement pas ce qui me rapporte le plus, voilà. mais surtout là, là, tu vois, je devais lancer le financement de mon deuxième livre là, dans quelques jours, et je dois le retarder forcément. Et donc là, avec les livres, ça rapporte un peu en termes de chiffre d'affaires, par contre, ça rapporte pas grand-chose en termes de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de frais derrière. Ce qui me rapporte le plus, c'est la formation, clairement. C'est le meilleur gagne-pain que j'ai, même très, très, très largement. Ensuite, le mariage. Ouais, je dirais non, ensuite auteur et ensuite mariage, puisque auteur, avec le livre que j'ai vendu et tout ça, et quelques tirages, ça rapporte un petit peu plus que le côté mariage. Après, mariage, je te dis, j'en fais 6, donc c'est pas non plus beaucoup. Mais tu vois, en aucun cas, j'arrêterai le mariage, puisque d'un, j'aime ça. J'aime vivre ces moments-là. Mais surtout, comment veux-tu que je sois formateur en photo de mariage si je ne suis pas photographe de mariage et que, voilà, enfin, je ne veux pas devenir politicien non plus, quoi. Enfin, politicien dans le sens, je vis pas la vie de tout le monde et je la dirige, quoi. Donc, pour te répondre, pour moi, je dis je suis photographe, tout simplement. Euh, je vais juste résumer dans le sens je suis photographe. Je fais de l'image, pour pas faire chier non plus ceux qui disent que c'est pas de la photo. Donc, je fais de l'image. Du coup, comment est-ce que aujourd'hui, on a déjà beaucoup abordé le sujet plus tôt, comment est-ce qu'aujourd'hui tu vends de la photo de mariage dans le sens où tu as énormément d'activités à côté? Est-ce que tu cherches réellement encore à en vendre? J'ai eu une saison 2017 dingue. J'ai eu tous les mariages que je voulais, des très beaux mariages et tout ça. Et 2018, j'ai réussi péniblement à en avoir 2. Et j'ai pas compris. Tu vois, je me suis dit, pourtant, c'est pas une année non plus de crise et tout. Et c'est là où j'ai dû me remettre en question. Et parce que mon site, il datait de 2012, je me vendais encore sur des photos de 2012. Et c'est vrai que dans F1.4, je parlais pas assez du fait que je fais un photographe de mariage. Et je recevais des mails qui me disaient, au fait, tu fais encore de la photo de mariage? Bah ouais, tu vois des vidéos sur le sujet, tout ça, donc oui, ce serait logique, mais en fait non. Enfin, si tu le dis pas, si tu le rabâches pas, genre, mettez 5 étoiles à ce podcast et mettez un commentaire. Si tu le rabâches pas 3 milliards de fois, les gens le font pas. Ou alors, allez sur ma chaîne, tu vois, allez sur ma chaîne, allez voir, allez écouter mes podcasts. Là, les gens, ils se disent, ok, pourquoi pas, mais ils vont oublier. Et donc, 2018, ouais, a été une année où j'ai tout remis en place, j'ai refait mon site, je me suis dit, allez, j'en parle beaucoup plus dans F1.4. Et ce qui fait que 2019, je suis revenu, je crois, à 5 mariages. Et là, l'année 2020, bon, à part s'il y a problème Ouais. de coronavirus, je suis revenu au niveau de mon année de 2017, avec signature de ma plus grosse formule, avec très très bonne moyenne, des très beaux mariages, encore mieux que 2017. Et ça signe déjà pour 2021. Donc tu vois, si tu laisses les choses couler, si tu laisses les choses tomber un peu, en disant ouais, c'est bon, t'inquiète là-dessus. Et à un moment, peut-être pas 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, tu te reprends ça Quand dans c'est la trop gueule, tard, quoi. ouais. Donc ouais, il faut continuer tout le Donc temps. c'est un travail de fond. Tu cherches pas à vendre forcément directement, mais tu as toujours ça quelque part en travail de En fond, en gros, tâche de fond. je me mets dans la tête de mes auditeurs. Enfin, je m'incruste dans la tête des auditeurs en disant, dès que tu vas te marier ou dès que tu as quelqu'un autour de toi qui va se marier, tu penses à moi directement, tout de suite. Et tu m'appelles tout de suite.
Donc tu signales toujours quand même. Donc tu vends indirectement C'est ça. toujours tes services. Je crois que tu as un avis bien tranché sur les awards. J'aurais voulu aborder ce sujet avec toi. Qu'est-ce que tu penses des awards? Et oui, non, peut-être, pourquoi? J'en pense. On a eu une grosse discussion encore avec Julien Laurent-Georges sur ce sujet-là. J'ai pas pu aller au bout du bout parce que je suis toujours plus virulent. Je suis moins virulent en podcast ou quand c'est enregistré que quand c'est en discussion, parce que le problème c'est que c'est comme pour les critiques, tu peux pas être aussi virulent quand tu enregistres que quand t'es dans la vraie vie. Parce que c'est pas la personne en face à qui tu parles qui va mal le prendre, c'est tous ceux qui vont écouter qui vont mal le prendre. Et c'est très très compliqué, parce qu'ils vont le prendre pour eux. Mais non, les awards pour moi, ça peut être bien, ça peut être une bonne chose, marketingment parlant et tout, même si je trouve que marketingment parlant, ça va se réduire énormément parce que tout le monde va en avoir et parce qu'il y en a de plus en plus, donc tout le monde va en avoir au moins un. Et puis de ce que j'ai pu entendre un peu parler de certains jurés et tout ça, c'est ah tiens, il est nouveau, on va lui donner un award, comme ça il sera content, il va se réabonner. Tout le monde en aura au moins un, donc tout le monde pourra dire au moins sur son site multi-award parce qu'il aura fait 2-3 trucs, il aura fait Fearless, il aura fait la WPGA, enfin tu vois, des choses comme ça. Pour moi, le problème, c'est les photographes qui s'y perdent. C'est le côté concours, alors que il n'y a pas une histoire d'être meilleur qu'un autre ou pas, puisque si tu participes pas au final, bah, tu peux pas non plus y être, quoi. 100% de ceux qui n'ont pas participé n'ont pas gagné. Et je trouve qu'il y a un côté malsain qui se développe, en tout cas en France, puisque je connais que le marché français, du côté... alors déjà, il y a de la jalousie. Alors déjà, dès que quelqu'un a un award, ah tiens, c'est trop cool, bravo et tout. Quand tu commences à en avoir un peu plus, on commence à te cataloguer comme trop bon et on va te jalouser et te mettre un peu de côté. Et du côté de ceux qui ont les awards, je vois beaucoup de ouais, t'as vu, j'ai beaucoup, enfin bravo à un tel, bravo à un tel, bravo à un tel et bravo à moi surtout parce que voilà, enfin j'exagère, c'est parce que c'est ce que tu ressens en fait en arrière-plan. Et beaucoup de gens participent aux awards aussi pour avoir une espèce de validation du métier. Et je trouve ça dommage. Enfin, la seule validation qu'on aurait, c'est de nos clients et pas des photos qu'on fait de nos clients. Si par exemple, tu vois, moi, tout le travail que je fais avec mes clients, d'accompagnement, de suivi, de sauver un bout de leur mariage, enfin sauver, de les aider là-dessus, ça se verra jamais en award. Ça se verra jamais. On peut pas le savoir. C'est pas possible. C'est impossible de le savoir. À part suivre tous les photographes, qu'un jury suive tous les photographes, c'est impossible. Donc, pour moi, les awards, ça peut être une bonne chose. T'as des gens pour qui ça va être ultra motivant. J'ai un ami comme ça qui c'est très très motivant pour lui. Il s'est beaucoup amélioré grâce aux awards en voyant ce que font les autres. Moi, au contraire, ça me démolit de voir que plein de gens font des belles photos. Donc, ça peut être bon pour soi, comme ça peut ne pas l'être. Il faut juste pas se perdre, pas prendre la grosse tête parce qu'on a gagné quelques trucs. Ça ne reste que des awards. Les jurys sont des humains. Ils font aussi du copinage. Ils ont leur goût. Et pour avoir vécu quelques concours, non pas en photo de mariage, quoique si, mais quelques concours en tant que juré, on fait aussi gagner ce qu'on a envie de faire gagner. Donc voilà. J'ai pas un avis tranché, j'ai un avis tranché pour moi. Ouais. Non, mais ça, on en revient à la même problématique finalement que quand on discutait du choix des optiques et de ma petite erreur. Finalement, il n'y a pas une bonne formule pour tout le monde. Il y a ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour les autres. C'est ça. Mais il faut quand même juste faire attention aux problèmes d'ego qu'il peut y avoir derrière que tu n'auras pas avec les histoires d'optique. Faut juste faire attention à ça. C'est pas parce que tu as gagné des awards que tu deviens un très bon photographe. Et c'est pas parce que tu n'en as pas que tu es un très mauvais photographe. Voilà, c'est juste ça que je veux dire, c'est que ça arrive chez les nouveaux photographes, le côté ah, tiens, on va participer à des concours, alors qu'avant c'était que dans la haute sphère, de ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont très bons et tout ça. Tout le monde maintenant arrive à avoir son petit award et tout, et du coup ça perd son importance. Pour moi, ça perd avoir un Fearless Award il y a 5 ans, il y a 4 ans, c'était quelque chose de fou. Là, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est pas à la portée de tout le monde, mais tu payes et tu te mets 30 photos, tes 16 photos tous les mois, enfin tous les 3 mois, et à un moment ça va passer, quoi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Dernière question de cette série, est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie? Et quel est le ratio en fait entre mariage, podcast, YouTube, auteur, formation?
Je gagne très bien ma vie maintenant. J'ai eu un déclic il y a 2 ans. J'ai enfin changé mon thermostat financier et j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est la 2e année où je gagne bien ma vie, où je peux mettre de l'argent de côté et je peux prévoir des choses et être plus serein, avoir 1 an, 2 ans d'avance, financièrement parlant, ce qui fait du bien. Quand tu as été dans la galère pendant des années à pas savoir si tu allais manger le mois prochain, ben, c'est cool. Mais c'était qu'une histoire dans ma tête. C'était vraiment qu'une histoire dans ma tête. Je pense vraiment que beaucoup de choses sont dans la tête et c'est des blocages qu'on a, des blocages que la société nous a donnés, qu'on s'est donnés, que nos proches nous ont donnés, que nos parents nous ont donnés. Et pour ça, il y a un livre que je conseille toujours, c'est Le secret de l'esprit millionnaire de Harv Eker, dit Harv Eker, qui m'a complètement modifié la tête et depuis, je prends les bonnes décisions parce que j'ai accepté ça chez moi, j'ai accepté aussi le fait de gagner de l'argent. Tu vois, c'est comme les gens qui gagnent au loto, qui vont tout cramer, tout perdre en l'espace d'1 an, parce que juste pour eux, avoir cet argent leur crame les mains. Tu vois, ça leur fait mal et ils n'ont pas envie d'en avoir. Donc oui, je gagne bien ma vie, enfin, en tout cas, je gagne très correctement ma vie et il y avait un truc, enfin, pour moi, le fait de bien gagner sa vie, il y a un truc, c'est qui dit dans le livre et ça m'avait choqué à cet endroit-là, c'est quand la dernière fois que vous êtes passé au restaurant, vous avez été au restaurant? Bon là, forcément, ça fait longtemps maintenant à cause du confinement, C'est clair. mais c'est quand la dernière fois que vous avez été au restaurant et que vous avez pris ce que vous vouliez et pas en fonction du prix que ça coûtait. Et j'ai réfléchi, je fais putain, c'est vrai que la première chose que je regarde, c'est le prix et pas ce que j'ai envie de manger. Et je suis fier maintenant de pouvoir aller au restaurant, pas tous les jours, hein, mais régulièrement, et alors pas dans des Bocuse ou des choses comme ça, Oui. bien sûr, hein, mais dans des restaurants normaux, des brasseries ou des micro-brasseries ou des choses comme ça. Et je peux dire, aujourd'hui, je prends ce que je veux et je peux même, si j'ai envie, inviter la personne que j'ai en face. Quand tu parles de changer ton thermostat, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnais sensiblement la même chose, mais que tu le gérais différemment? Ou c'est juste que tu as changé ton Non. approche, tu as gagné plus d'argent? Alors, le principe du thermostat financier, pour moi, j'ai changé aussi ce truc-là en thermostat de réussite. Ce qu'il explique dans son livre, c'est que on a chacun réglé sur un thermostat financier. Par exemple, pour gagner 2 000 € par mois, ou gagner 1 500 € par mois, ou gagner 1 000 € par mois, ou gagner beaucoup plus. Et la seule différence qu'on a entre des gens qui gagnent 1 500 € par mois et des gens qui gagnent 200 000 par mois, c'est leur thermostat financier. Parce qu'en gros, tu prends le thermostat financier d'un milliardaire, lui, il va bosser et il va prendre les opportunités, il va aller choisir les opportunités, il va aller sur les coups qui vont lui permettre de faire la bascule pour arriver au milliard. Mais comme il vise le milliard, il va l'atteindre. C'est ça. Enfin, oui, logiquement, Oui. bien sûr. Après, il faut pas être trop con, il faut faire de la stratégie, il faut faire des bons investissements. Enfin, c'est tout un travail. Mais tu vas travailler pour y arriver. C'est comme, en gros, si tu te disais, tiens, je vais aller courir. Tu me disais que tu avais fait beaucoup de sport ou que tu en faisais encore, je sais pas. Mais imaginons la course. On en parlait avec Franck Boutonnet il y a quelques semaines. Lui, c'est un ultra coureur. Il fait des ultramarathons et tout ça. Et c'est comme, pour moi, le thermostat, tu te disais, bah lui, tu vois, c'est 42 km. Lui, son thermostat, c'est 42 bornes. Bah, il y a beaucoup, notre thermostat, c'est 1 km, tu vois. Et au bout d'1 kilomètre, on va s'arrêter parce qu'on va se dire, oh, j'en peux plus et tout ça. Lui, au bout d'1 kilomètre, il sait qu'il en a encore 41 autres à faire derrière. Et il est fait. Et c'est exactement pareil en termes d'argent. Donc, ce que tu gagnes à la fin du mois, moi, j'ai réalisé que j'étais sur 2 000 €. J'étais en gros 2000, 2005. En gros, c'était le salaire de mes 2 parents à l'époque, à eux deux. Tu vois, je gagnais autant que mes 2 parents à eux deux. Donc, je me disais, ça me suffit. Et ben, je suis passé sur 5 000 et je suis passé sur plus, quoi. Tu gagnais mieux ta vie qu'eux, finalement, puisque tu étais tout seul. C'est ça. Mais j'avais pas besoin. C'est pas que j'avais besoin de plus, c'est que je me dis, bah, là, je vais faire les choses pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir investir aussi dans. Parce que c'est con, mais plus tu gagnes d'argent, quand tu es dans de la formation comme ça, plus tu peux aussi redonner. Tu peux redonner, faire plus de gratuit, tu as moins besoin de. T'as moins besoin de vendre, tu as moins besoin de faire ton share en tant que commercial, marketeur, à aller faire chier les gens. J'exagère bien sûr. Mais tu peux, je sais pas, acheter un jeu vidéo quand tu as envie de t'en acheter un. Tu peux changer ton matos quand ton matos tombe en panne. Tu peux te payer un voyage si tu as envie de te payer un voyage. Enfin, c'est juste du confort qui te permet d'être plus serein pour pouvoir faire plus de choses à côté, des choses qui peuvent servir des gens
Enfin, ne serait-ce qu'aller faire du bénévolat si tu as envie. Si tu n'as pas de problème d'argent, tu peux aller faire du bénévolat. Tu vois, un mec comme là, Schwarzenegger a donné $1 million pour la recherche sur le Covid. Le gars, il peut. Il a tout l'argent qu'il veut. Enfin, il est tellement intelligent, tellement fort et tout ça qu'il a tout ce qu'il veut. Enfin, je conseille vraiment sa biographie, elle est juste ouf. Le mec, il peut balancer $1 million comme ça, alors que moi, je peux pas. Même si peut-être si j'aimerais, je peux pas. Tu vois. Mais t'as débloqué ton esprit, plus que changer C'est autre chose. C'est Neo dans Matrix, c'est Free Your Mind, libère ton esprit, tu peux sauter, tu peux le faire. Je mettrai le lien du livre en question dans les notes d'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Il y en a eu beaucoup. Le pire moment de ma carrière, je vais te dire le premier qui me vient en tête, c'est un mariage que j'ai vécu qui a failli me faire arrêter la photo de mariage. À ce point? Et ouais, ça a été. Je vais pas trop donner de détails quand même, parce qu'au cas où. Je pense pas que les mariés m'écoutent, mais il peut y avoir des gens du mariage qui peuvent m'écouter. Juste un mariage où. Et en même temps, ça a été le meilleur moment de ma carrière parce que j'ai compris ce jour-là. Tu vois, tellement j'étais mal que j'étais en train d'envoyer des messages, ce que je fais jamais, mais des messages à un pote photographe pour lui dire putain, si ça continue comme ça, j'arrête le mariage. Je lui ai envoyé que ça toute la soirée. Mais en même temps, ça a été un des meilleurs moments parce que ça m'a fait comprendre que je veux des clients avec qui je m'entends, avec qui je serai, qui peuvent être mes meilleurs amis et sur lesquels je veux m'éclater. Et je ne veux plus jamais vivre un ennui pareil, le fait d'être traité comme un prestataire, d'être moins que rien, d'être à la table des rebuts. Ça m'a donné la force, en fait. Ça a été très difficile à vivre, surtout que ça a été quasiment ma plus longue prestation à ce jour. J'ai commencé à 7h30, j'ai fini je crois que je suis rentré dans mon lit à l'hôtel vers 3h30, 4h30 même, tu vois. D'accord. Donc 21h. Et c'était horrible. Et voilà, c'était horrible, c'était vraiment horrible, quoi. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais c'est le premier truc qui me vient en tête. Et donc ma question suivante, c'était quel est le meilleur moment de ta carrière? Mais tu viens de le dire, c'était également le meilleur moment de ta carrière. Parce que c'est celui qui a été la prise de conscience. Non, mais tu viens de le dire, toi, c'est pour ça que je le reprends. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu voulais en vivant ce que tu ne voulais pas vivre? C'était peut-être pas le meilleur moment de ma carrière, mais c'était un des moments les plus bénéfiques de ma carrière. C'est un moment pilier. Tu vois, de fait, quand tu es au fond du trou, c'est là où tu peux. Enfin, quand tu es au fond de l'eau, c'est là où tu as les pieds par terre et que tu peux te redonner une impulsion pour remonter. Et mon meilleur moment, alors je vais continuer sur le mariage. Je vais donner deux meilleurs moments, un mariage et un hauteur. Le meilleur moment, que je dis toujours, c'est quand je me suis retrouvé à ma plus grosse prestation. On s'est retrouvé pareil, c'était une très longue prestation parce que ça a fini à 6h du mat. Et par contre, ça a fini tout seul avec le marié, en train de fumer un cigare et regarder le soleil se lever en discutant de choses plutôt intimes sur nos vies, nos parents, tout ça et tout. Et c'est ça que je veux vivre. Tu vois, c'est le côté meilleur ami. Et, voilà. Et côté auteur, mon meilleur moment, ça a été la fin de mon Ulule, pour mon premier livre Soledad, en live sur YouTube avec tout le monde et tout, quand on a dépassé les 40 000 euros. Et je me rappelle, je l'ai encore, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps. On est sur 38 500, 38 800, un truc comme ça. Et je discute avec les gens, il y a Jess à côté, tout ça. J'appuie sur Reload, je vois pas, les gens le voient. Moi, je vois pas et je fais 40. Oh putain, 40 000 et ça a été juste. En fait, l'engouement que tous mes auditeurs qui étaient présents, tous ceux qui ont participé à mon financement et tous ceux qui m'ont juste aidé parce qu'ils ne pouvaient pas financièrement, ça a été juste un élan de folie et de bienveillance et de. Parce que j'ai réécrit des épisodes, donc j'ai dû revoir des choses dessus et tout. Quand je vois la bienveillance, sachant que tu sais, sur Internet, il peut y avoir beaucoup de malveillance, toute la bienveillance qu'il y avait, tous les gens motivés et tout, c'était juste. Et quand j'y repense, tu vois, je suis pas quelqu'un d'extrêmement expressif, mais je crois que ça a vraiment été un des meilleurs moments de ma carrière et je suis content d'avoir fait YouTube, de m'être fait chier sur YouTube, d'avoir fait autant de vidéos pour vivre ce genre de moment parce que quand tu as une communauté comme ça en or qui te suit et qui t'aide et à qui tu apportes du bonheur et que tu peux aider aussi à fond, c'est juste tellement gagnant-gagnant que c'est ouf, quoi. Belle histoire.
Dernière question. Qui Ouais. est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors là, je t'avoue que quand j'ai entendu cette question sur l'autre podcast, j'ai fait oh merde, qui? J'ai beaucoup de noms qui viennent en tête. Je sais que c'est pas que de la photo de mariage, donc il y a beaucoup d'autres photographes aussi. Est-ce que c'est quelqu'un que je dois connaître ou quelqu'un dont j'aimerais avoir Quelqu'un, le si retour? possible, de quand même relativement accessible. Bah, si tu veux quelqu'un d'intéressant avec qui tu pourras discuter pendant très longtemps, va demander à le Turc, va demander au Turc. Ça, de toute façon, je le conseille tout le temps. Enfin, il est tellement intéressant que voilà. Puis c'est un de mes meilleurs amis, donc tu n'auras aucun problème. Je te mets en contact. Surtout en ce moment avec le confinement, on est Ouais, tranquille. on a le temps, ouais. Euh, et si c'était quelqu'un que je connaissais pas trop, je connais peu de photographes, c'est ça le problème en fait. Euh, Bah là, je te dis pas comme ça, parce que je sais pas, mais si je pense à quelqu'un, Je note le Turc en je te le attendant. redis. C'est Ouais. déjà un bon conseil. Quelle est ton actualité en ce moment? Est-ce que tu as des choses à nous recommander dans ce que tu fais? Donc là, mon actualité est plutôt sur les réseaux. Donc ma chaîne F1.4 est un petit peu au ralenti cette année, puisque j'ai monté une deuxième chaîne qui s'appelle Le Guide du photographe de mariage, donc une chaîne spécialisée sur la photo de mariage, comment vivre confortablement de la photo de mariage. F1.4 va revenir un peu plus en force l'année prochaine en saison 9. Et donc mon actualité est vraiment plutôt centrée du côté du guide du photographe de mariage, avec la communauté aussi que j'ai créée à côté, Oui je le veux, là sur lequel en ce moment, pendant le confinement, je donne un cours par jour. Je fais une petite vidéo de 10 minutes tous les jours pour donner des exercices, refaire son site, enfin des choses comme ça pour aider à vivre ce confinement et à avancer pendant ce confinement. Et à Donc le mettre mon à actualité est profit. vraiment de ce côté-là. C'est ça, exactement, et de pas se démotivés, parce que j'en vois beaucoup qui ont peur pour l'avenir, des gens qui sont lancés juste cette année, qui avaient déjà une bonne saison, qui avaient au moins quelques mariages et qui voient le truc un peu anéanti. Donc c'est aussi notre rôle en tant que personnage public d'être là et d'aider d'aider comme je peux faire en mariage, tu vois, enfin d'aider ce que je peux quoi. À tous les gens qui ont peur de ça, moi j'ai une façon de voir les choses qui est que les plus belles choses naissent de coups durs. En tout cas, les plus belles choses qui me Ouais. sont arrivées sont nées de coups durs. Et là, c'est un coup dur, clairement. Bon, je pense pour tout le monde. Enfin, je vis la même situation que tout le monde, où tout est arrêté, toutes mes prestations annulées, et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mais c'est une opportunité aussi. Il faut le voir comme ça. Il faut Tout être à fait. prêt, faut être prêt au moment où ça redémarre. Un des maîtres mots que j'ai aussi dans ma vie, c'est résilience. Mm. Et tous les coups durs que j'ai pu vivre, et tu le dis très bien, tout ce qui est beau naît de coups durs. Et tous les coups durs que j'ai pu vivre, tous les moments qui ont été difficiles, tu vois, comme je te parlais par exemple du mariage qui Mm. était difficile, tout ça, m'a permis après de vivre des choses Tu sais, c'est comme quelque chose qui peut te permettre de complètement à te dire, j'en veux plus, donc je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Mm. Mais beaucoup de gens, après, se laissent avoir par ce côté dur, par ce coup dur, et ne veulent pas juste ressortir la tête de l'eau, parce que ça demande un effort de ressortir la tête de l'eau. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas. C'est d'autant plus ironique que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas que de savoir ce qu'on veut. Tout à fait. Donc, c'est à méditer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bien, sur ma chaîne F1.4, F/1.4, de toute façon, vous cherchez Sébastien Roignan sur Internet, vous trouvez. J'ai ma deuxième chaîne, donc le guide du photographe de mariage. Mon site, auteur et photographe de mariage, c'est sébastienroignan.com. Et je suis plutôt actif sur mon Instagram, c'est @fun4. J'ai un Sébastien Roignan qui est plutôt porté sur le mariage, mais sinon, là où je suis vraiment actif, c'est sur @fun4, où j'ai mes photos d'auteur, des lives, des stories, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Super. Je Voilà, en mettrai gros. tous les liens dans les notes d'épisode. Et il me Bon reste à courage, parce qu'il y en a te... quelques-uns. Oui, mais j'ai l'habitude maintenant. Il y a toujours Tu sais qu'il y a beaucoup... il y a que 500 caractères sur Apple Podcast, c'est chiant. J'ai jamais atteint la limite, mais si tu as écouté celui de Ronan, tu sais qu'il m'a donné beaucoup de références de photographes. Et Alexis Paoli qui a suivi a fait la même chose. Et finalement, je m'en suis bien sorti. Donc ça va. D'accord. Ça me fait pas peur. Il me reste à te D'accord, très remercier bien. d'avoir participé à ce Merci à podcast. toi. C'était super d'avoir cette opportunité de discuter avec toi et de voir ce qu'il y avait dans ton œil. Merci Mais moi, ça beaucoup. m'a fait très
plaisir parce que c'est comme je sais plus si on se disait avant de commencer le podcast, c'était très drôle de passer de l'autre côté, puisque c'est moi qui suis à ta place normalement, avec les podcasts, avec les vidéos que je fais et tout ça, donc je dois tout contrôler et tout. Essayer de rebondir, tu vois? Le côté, bon toi tu as ta liste de questions donc ça va, Ouais. mais moi j'essaie toujours de rebondir sur les sujets, de trouver un petit peu la suite et tout ça. Je me marque en gros 3 mots sur une feuille et 3 sujets que je veux aborder et puis voilà. Et c'était très cool d'être de l'autre côté parce que, ça permet de relâcher totalement la pression et juste de parler et puis c'est bon. Et du coup, c'est sympa. Du coup, ça devient très sympa à faire. Carrément. C'est toujours très Mais sympa à c'est bien faire. d'être de l'autre côté aussi, mais C'est très chouette, quel que soit le côté. Merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode et à très bientôt. merci à toi. C'est fini pour cet épisode. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Sébastien Roignan. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. When love comes in. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.